dans ce séminaire de comment prévenir et lutter contre le harcèlement moral, qu'on considère évidemment comme étant un enjeu majeur pour l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Donc, on pense évidemment à l'employeur, aux salariés, mais aussi aux représentants du personnel qui ont un rôle majeur à jouer dans le cadre de la prévention du harcèlement moral et sexuel. Alors, cette matinée, ce séminaire vous sera présenté par moi-même, votre serviteur, Thomas Panouillet. Donc, je suis juriste et conseiller technique à la CFTC Cadre depuis fin 2014 maintenant. Donc, j'interviens en appui pour les adhérents, pour des conseils juridiques, en appui aussi pour les délégués syndicaux ou élus du personnel qui souhaitent me solliciter pour des questions d'ordre juridique. Voilà, j'ai participé également à des négociations et vous pouvez retrouver mes publications dans le journal Cadre CFTC, la lettre des cadres, sur notre site internet. Alors l'autre animateur de cette matinée, ce sera Clémence Schumacher, qui est l'ancienne secrétaire nationale de la CFTC Cadre, hein, donc qui connaît très bien la maison, la CFTC Cadre et la Confédération évidemment. Qui est aujourd'hui directrice générale de la Fabrique Cherdet et experte en droit social et en négociation collective. C'est bien ça, Clémence, j'oublie rien? Non, effectivement. Et je suis, la Fabrique Cherdet est aussi pas devenue. Clémence. Ah bon? Vous m'entendez pas? Dans mon micro est Si, c'est bon, Clémence, on t'entend. Si. Ah. Thomas, tu m'entends pas? Bon. Et donc, je disais effectivement que j'ai aussi un centre de formation pour aider donc les élus du personnel à accomplir leur mission au mieux. Et donc, voilà. Donc, du coup, je fais aussi des formations avec la CFTC Cadre. Mais sinon, oui, Thomas avait à peu près tout dit. Donc voilà, donc effectivement aujourd'hui, on est rassemblés sur la question du harcèlement moral et du harcèlement sexuel, donc qui sont, tout simplement, qui a été un sujet évident pour nous, pour choisir ce webinaire en partenariat ensemble, pour la simple et bonne raison que c'est des questions, des thématiques, des problématiques qui nous impactent énormément dans l'entreprise. Ça nous impacte en matière de santé, ça nous impacte en matière de collectif. Ça nous impacte donc en matière de dialogue social. Et bien sûr, évidemment, mais ça c'est le problème de l'employeur, mais c'est aussi pour ça qu'il doit être partie prenante dans cette question, ça impacte aussi les performances des salariés. Donc vraiment, en plus, c'est un sujet qui nous a paru d'autant plus évident que c'est un sujet dans lequel les organisations syndicales, la CFTC, et les élus, que vous êtes, je suppose, pour la plupart d'entre eux, et les représentants de l'intérêt collectif de l'entreprise, vous avez une vraie part à jouer, une vraie action, un vrai rôle dans le processus à la fois de détection de ces questions-là, d'alerte auprès de l'employeur sur ces questions-là, et bien sûr de process pour accompagner le salarié dans l'entreprise quand il a vécu une situation comme ça. Donc voilà, je vous propose bien sûr donc de mener ce séminaire en plusieurs temps. Donc dans un premier temps, Thomas va vous parler des différentes formes du harcèlement moral. On va voir qui peut être protéiforme et je pense que vous en connaissez un certain nombre, voire malheureusement vous avez pu en rencontrer certains cas. Et puis je vous parlerai ensuite du harcèlement sexuel et bien sûr, dans un troisième temps, il y aura entre nous une phase de débat, une phase de questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. On les verra au fur et à mesure. Et Marie, à la fin, n'hésitera pas à nous faire un petit compte-rendu et à nous dire effectivement les questions les plus importantes que vous avez posées. Donc, n'hésitez pas et on répondra à vos questions, voire on débattra si vous avez des situations spécifiques liées à votre entreprise que vous voudriez nous soumettre. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Juste pour votre information, on est en train d'enregistrer ce séminaire parce que bien sûr, on va le rediffuser sur les réseaux sociaux de la CFTC Cadre. Voilà, parce que c'est important de parler de ces questions-là. Si je ne m'abuse, Marie, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. Je l'ai indiqué. Donc, les slides, comme certaines personnes demandaient, et la vidéo seront disponibles sur notre site internet d'ici quelques jours, le temps qu'on puisse faire un petit montage. Et voilà.
Voilà, et je veux pas m'engager pour toi, mais je suppose aussi que peut-être le contenu du webinaire, c'est-à-dire le PowerPoint, pourra être envoyé si vraiment certaines personnes la demandent. Je sais pas, hein, je dis peut-être une bêtise. Il faut m'en faire la demande par mail parce que du coup, j'ai pas les adresses mail des gens. Il faudra m'envoyer un mail si vraiment vous voulez le recevoir sur votre. Et n'hésite pas à remettre peut-être ton adresse mail dans le chat, du coup. Pas de souci. Voilà, et donc du coup, je vais laisser Thomas reprendre la parole sur la question épineuse du harcèlement moral. Merci Clémence pour l'intro que j'ai pas pu suivre totalement parce que je vous avoue que j'ai un problème de casque, donc j'entends pas forcément ce que vous dites, mais vous en faites pas, ça va très bien se passer. Donc comme tu le disais, on va commencer par le harcèlement moral que j'ai souligné que c'était la violence perverse au quotidien. En fait, c'est le nom d'un ouvrage sorti en 1998 de Marie-France et qui, pour la première fois, vient poser et expliciter cette notion de harcèlement moral. Donc, au niveau de cette notion, on va déjà voir la définition du harcèlement moral et ses nouvelles formes collectives, issues notamment du procès France Télécom, qui a eu un retentissement très important fin 2019. On va voir comment prévenir la survenance du harcèlement moral. Comment y faire face si jamais on n'a pas réussi à le prévenir, et enfin les acteurs internes ou externes à l'entreprise à qui s'adresser si jamais la situation se produit. Alors, à titre d'introduction, je voudrais quand même vous dire que en fait la notion de harcèlement moral est une notion finalement très récente qui n'a fait son apparition dans le Code du travail et dans le Code pénal qu'il y a tout juste 20 ans, puisque c'est apparu en janvier 2002, pardon. Donc on fête aujourd'hui les 20 ans du harcèlement moral. Ce qui a changé en 20 ans, évidemment, c'est que le harcèlement moral en entreprise est aujourd'hui de plus en plus exposé et considéré à juste titre comme inacceptable. Alors malgré ça, aujourd'hui, c'est un phénomène qui touche 3 salariés sur 10, puisque 3 salariés sur 10 ont le sentiment d'avoir déjà fait l'objet d'un harcèlement moral sur leur lieu de travail. Ça peut consister en des brimades, des conduites abusives, des paroles, des gestes ou des propos déplacés. Et on atteint même une proportion de 37% de salariés qui disent avoir été témoins du harcèlement moral d'un de leurs collègues. Donc, on peut en déduire que la pratique du harcèlement moral est finalement très très répandue dans les entreprises françaises. D'après les chiffres qu'on a, le phénomène de harcèlement peut concerner n'importe quel travailleur, aussi bien les hommes que les femmes, les cadres supérieurs, les professions intermédiaires, les employés et les ouvriers sont touchés dans la même proportion, à quelques points près de pourcentage. Dans les entreprises privées et également dans les établissements publics, c'est un phénomène qu'on voit à la même hauteur. Donc on constate cependant certaines spécificités, par exemple les salariés les plus âgés semblent être plus souvent victimes de harcèlement, ils sont 34% contre 24% pour les moins de 35 ans, et pareil concernant les salariés aux revenus plus modestes, ils sont plus fréquemment concernés, et ça c'est le fait que le harcèlement moral soit, bien que ce ne soit pas une règle, mais le plus fréquemment descendant. Donc parmi les actes de harcèlement le plus souvent cités, on retrouve le déclassement, c'est-à-dire se voir confier de façon répétée les missions les plus ingrates, ou en tout cas les moins intéressantes. On cite aussi souvent se voir refuser systématiquement une augmentation, ou recevoir une augmentation qui est systématiquement inférieure à celle des autres, des brimades visant à faire démissionner ou éventuellement changer de service, et évidemment des insultes ou des propos dévalorisants qui sont répétés. Mais par ailleurs, Clémence en parlera tout à l'heure, d'après le dernier baromètre IFOP, près d'une femme sur 3 a été confrontée à une situation de harcèlement sexuel. Et de manière générale, c'est-à-dire harcèlement moral et harcèlement sexuel confondus, on estime que c'est 30% de salariés qui sont victimes d'un comportement hostile au travail.
Alors, ce qui est intéressant pour finir cette introduction, c'est de savoir que, en fait, depuis les ordonnances Macron et l'instauration du barème Macron, on constate une explosion des contentieux relatifs au harcèlement moral ou au harcèlement sexuel, tout simplement parce que c'est un moyen d'échapper au barème Macron qui vient plafonner les indemnités de licenciement abusif. Donc, c'est pour ça qu'on constate de plus en plus de motifs de harcèlement dans les contentieux au prud'homme. Alors, pour commencer sur le harcèlement moral, il faut déjà définir ce que c'est que le harcèlement moral. Donc, celui-ci est défini à l'article 1152.1 du Code du travail, qui nous dit tout simplement qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Alors moi, ce qui me saute aux yeux tout de suite quand je lis cette définition, c'est que c'est finalement pas une définition très claire du Code du travail. Le Code ne précise pas la nature des agissements finalement qui peuvent caractériser le harcèlement. Du coup, ça va avoir pour conséquence de laisser au juge un grand pouvoir d'appréciation et d'interprétation. Donc si vous voulez aller un peu plus loin dans la définition, sachez que l'accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 pose une définition un peu plus compréhensible et nous dit que le harcèlement survient lorsque un ou plusieurs salariés font l'objet d'abus, de menaces et ou d'humiliations répétées et délibérées dans des circonstances liées au travail, soit sur les lieux de travail, soit dans des situations liées au travail. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le harcèlement moral, il se caractérise par l'objet et par les conséquences des agissements de son auteur. En fait, il peut y avoir harcèlement moral, même lorsque l'auteur des agissements n'a pas l'intention de dégrader les conditions de travail du salarié. L'auteur des faits, grâce à cette définition, finalement, ne pourra pas se prévaloir du caractère involontaire de ses actes. Donc, une fois qu'on a dit ça, moi, je voulais aussi balayer un préjugé sur l'auteur du harcèlement. Évidemment, dans la plupart des cas, l'auteur du harcèlement est l'employeur ou son représentant ou un supérieur hiérarchique. Mais le harcèlement moral peut tout à fait être le fait d'un collègue, un collègue avec lequel il n'y a pas forcément de rapport hiérarchique, et ça peut même être le fait d'un subordonné envers son supérieur hiérarchique. Mais l'auteur du harcèlement peut également être un client, en fait un tiers, un client, un donneur d'ouvrage, du moment que ces personnes ont autorité sur le salarié dans le cadre par exemple d'une mission, d'un contrat de sous-traitance ou d'une mise à disposition de type intérim. Alors la victime du salarié, ça peut être n'importe quel salarié de l'entreprise, mais également un stagiaire ou un candidat à un recrutement ou à un stage. Et ça peut être aussi les fonctionnaires ou les agents publics non titulaires selon un régime légèrement adapté. On a vu que le harcèlement moral était apparu dans le Code du travail en 2002. Il faut savoir que dans la fonction publique, il a fallu presque 10 ans pour que la notion de harcèlement soit intégrée, puisque de mémoire, c'est un arrêt du Conseil d'État de 2011 qui parle pour la première fois de harcèlement moral dans la fonction publique. Alors, quels sont les éléments constitutifs du harcèlement moral, c'est-à-dire quels sont les éléments de définition qui permettent de caractériser et finalement de faire reconnaître qu'une situation est un harcèlement moral. Donc, en fait, là, ce sont des éléments constitutifs qui va être important de démontrer devant un juge en cas de contentieux, mais c'est important de suivre ce raisonnement aussi au sein de l'entreprise pour montrer en fait le sérieux de la démarche lorsque vous parlez de harcèlement moral. Donc déjà, il faut que ce soit des agissements répétés sur la durée. Donc ça veut dire qu'un acte isolé, même grave, ne peut pas conduire à la qualification de harcèlement moral. Un exemple très concret, c'est une décision de rétrogradation qui serait fortement contestée par un salarié
et qui serait maintenue, on ne peut en aucun cas qualifier cette rétrogradation de harcèlement moral puisqu'il s'agit d'un acte unique. Idem pour un accès de colère, dès lors que c'est un acte complètement isolé, ça ne peut pas constituer un harcèlement moral s'il est isolé. Pour autant, il n'est pas forcément nécessaire que les agissements soient forcément à intervalles rapprochés. C'est des agissements qui peuvent s'étaler sur plusieurs années. Et à l'inverse, il n'est pas non plus nécessaire que la période de harcèlement soit forcément très longue. On a de la jurisprudence qui reconnaît des agissements de harcèlement sur une période de moins de 1 mois, par exemple. Donc ça, c'est le premier critère. Ensuite, il faut que ces agissements aient des effets sur la victime et en l'occurrence une dégradation de ses conditions de travail. Alors on l'a vu, le code ne précise pas la nature des agissements qui peuvent être en fait très très variés, mais le code va plutôt se fonder sur les conséquences des agissements sur les conditions de travail. Donc ces conséquences, elles peuvent être de 3 ordres. Donc ça peut être soit des effets, une dégradation des conditions de travail qui est susceptible de porter atteinte aux droits et à la santé du salarié. Donc ici, c'est souvent lié aux conditions de travail. Ça se manifeste en général par une mise au placard, des brimades, des mesures vexatoires, des humiliations, des propos blessants, des attaques qui sont inutiles ou usant d'un ton excédant celui qu'autorise en certains cas le lien de subordination. Ça peut être, de manière alternative, une dégradation des conditions de travail susceptible d'altérer la santé physique ou mentale du salarié. Ça peut être par exemple un état de dépression suite à un déclassement, un salarié qui s'était lui attribué des tâches dévalorisantes. Ça peut se matérialiser très souvent par une interruption de l'activité du salarié. Autre exemple, le fait de ne pas prendre en compte la santé du salarié, le mépris par exemple répété des prescriptions du médecin du travail constitue en soi un harcèlement moral de par l'impact que ça a sur la santé physique ou mentale du salarié. Enfin, dernière alternative, c'est que cette dégradation des conditions de travail soit susceptible de compromettre l'avenir professionnel du salarié. Et là, l'exemple typique, c'est lorsque des faits de harcèlement empêchent, par exemple, un cadre d'exercer pleinement ses fonctions de chef d'équipe, par exemple, si l'employeur ou son supérieur l'humilie devant ses équipes. Donc voilà les éléments constitutifs du harcèlement auxquels j'ajoute, parce que là aussi c'est une idée reçue qu'il convient de combattre, c'est l'absence de caractère intentionnel dans le harcèlement moral, c'est-à-dire qu'il peut y avoir du harcèlement même sans intention de nuire, puisque l'intention malveillante finalement n'est pas un élément constitutif du harcèlement moral, et peu importe que le harceleur finalement soit de bonne foi. Parce que si on revient à la définition du Code du travail, les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ces conditions de travail. Alors maintenant qu'on a vu le cas du harcèlement le plus classique, très individuel, entre généralement 2 salariés, on va voir que se sont développées de nouvelles formes de harcèlement moral depuis quelques années. Alors la première forme de harcèlement presque collectif qu'on a vu apparaître à travers un arrêt de la Cour de cassation de 2009, un arrêt nommé HSBC, c'est le harcèlement managérial. En fait, en parlant de harcèlement managérial, on va désigner une forme très particulière de harcèlement aux racines managériales ou organisationnelles. En fait, comme je vous l'ai dit, traditionnellement, on va considérer le harcèlement comme une souffrance personnalisée résultant d'une interaction entre 2 personnes ou plus avec des comportements, des paroles, des actes, des gestes ou des écrits qui sont déplacés, humiliants ou autres. Et pourtant, depuis quelques années, la Cour de cassation a admis que le harcèlement moral puisse être complètement dépersonnalisé et résulter de la mise en œuvre de méthodes de gestion pathogènes, de méthodes de management pathogènes, d'organisation du travail ou de direction.
On parle alors du coup de harcèlement managérial qu'on peut définir comme un ensemble d'agissements délibérés, vexatoires et humiliants visant tout ou partie du personnel et s'inscrivant dans le cadre d'une stratégie de gestion. Alors, à la CFTCK, on considère que ça a été une étape très importante, car derrière la reconnaissance du harcèlement managérial, il y avait vraiment un message politique fort, à savoir que le harcèlement moral, au-delà des relations interpersonnelles, le harcèlement peut être lié à l'organisation du travail. Et en fait, l'organisation du travail, sous couvert finalement de vouloir améliorer les performances, la rentabilité, l'efficacité des salariés de l'entreprise, peut être harcelante et donc condamnable. Alors il y a plusieurs exemples. Par exemple, le fait pour un manager de mettre à l'écart certains membres du personnel et de les espionner pour plus tard formuler des remontrances qui sont disproportionnées et évidemment injustifiées, ça constitue un harcèlement managérial. D'autant plus si ça entraîne chez certains salariés une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à leur santé. Autre exemple, dans une autre affaire, il s'agissait d'un directeur d'établissement qui soumettait ses équipes à une pression continuelle, des reproches incessants. Il avait l'habitude de donner des ordres puis des contre-ordres dans l'intention de diviser ses équipes. Et petite anecdote, il communiquait par exemple avec l'un de ses subordonnés par l'intermédiaire d'un tableau Velleda. Enfin, dernier exemple que j'ai pu relever d'un arrêt de la Cour de cassation sur le harcèlement managérial, c'était une société qui soumettait en fait ses vendeurs, ses commerciaux à un management par objectif intensif, une sorte de benchmark, et à des conditions de travail extrêmement difficiles. Ça se traduisait pour un salarié, par exemple, en particulier, par la mise en cause sans cesse de ses motifs, sans motif de ses méthodes de travail, notamment des propos insultants et dénigrants qui étaient vraiment répétés. Donc ça, c'est pour le harcèlement institutionnel, donc qui est apparu managérial, qui est apparu en 2009 avec l'arrêt HSBC de la Cour de cassation. Mais depuis 2019 est apparu le harcèlement institutionnel, qui est plus large encore que le harcèlement managérial, et donc reconnu pour la première fois dans le cadre du procès France Télécom. Alors l'affaire France Télécom, j'imagine que vous en avez tous entendu parler, hein. Elle remonte aux années 2000 quand l'entreprise fait face en fait à deux impératifs, s'adapter face à la révolution numérique et s'adapter face à l'ouverture de la concurrence. Donc à l'époque a été mis en place le plan qui a été appelé le plan Next et qui prévoyait le départ de 22 000 collaborateurs et à l'inverse l'embauche de 6 000 nouveaux salariés. Donc en fait, c'était une politique de déflation des effectifs qui était très très offensive et s'en est suivi évidemment une crise sociale terrible qui a conduit au suicide de plusieurs salariés. Ça a donné lieu, cette affaire, à plus de 10 ans de procédure, évidemment une très large couverture médiatique, et finalement ça a abouti à un jugement le 20 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, la chambre correctionnelle, qui a consacré la notion de harcèlement moral institutionnel. Donc la première nouveauté de cette décision, c'est que les juges, après avoir fait vraiment de nombreuses instructions et auditions, puisque le jugement fait plus de 200 pages, hein, de mémoire c'était 280 pages, donc les juges considèrent que finalement la politique mise en place par l'entreprise avait pour objet de dégrader les conditions de travail de la collectivité des agents de France Télécom et pour objectif de les forcer à quitter définitivement l'entreprise ou à minima à être mobiles. Donc en fait, les juges ont considéré qu'il s'agissait d'un harcèlement qui était vraiment systémique et mis en place au plus haut niveau. Donc en fait, ici, il ne s'agissait pas d'un harcèlement classique fondé sur les actes d'un supérieur, hein, vous le comprenez bien, une vraie politique d'entreprise définie au plus haut niveau et visant vraiment une collectivité de salariés, voire l'ensemble des salariés de France Télécom. Ce qui est nouveau également dans cette décision et dans cette notion, c'est que ça permet finalement d'atteindre les dirigeants de l'entreprise.
que ceux-ci aient été initiateurs de cette politique malsaine et pathogène, ou qu'ils aient simplement finalement prêté leur concours actif. Avec cette notion de harcèlement institutionnel, il devient impossible pour les dirigeants de se retrancher derrière un ordre, une injonction ou l'absence de lien professionnel ou de contact direct avec les victimes. Ça, c'est un élément de défense, c'était l'élément de défense le plus mis en avant par les prévenus, à savoir qu'en fait le PDG disait mais attendez, moi j'ai jamais eu aucun rapport avec la plupart des personnes qui ont été harcelées, du coup on peut pas me le reprocher personnellement. Cette notion de harcèlement institutionnel, elle permet finalement de dépasser l'éloignement des dirigeants. Donc pour rappel, dans ce procès, le PDG, le DRH et le numéro 2 du groupe ont été personnellement condamnés, chacun à 1 an de prison, dont 8 mois de sursis, donc ce qui laisse quand même 4 mois de prison ferme, et aux amendes maximum de 15 000 euros d'amende. L'entreprise France Télécom a également été condamnée à l'amende maximum de 75 000 euros. Donc pour nous, à la CFTC Cadre, c'est une décision vraiment très importante, innovante, parce qu'avec cette décision, finalement, les entreprises et leurs dirigeants devront vraiment se poser la question des conséquences de leur politique de management. Et ça rend l'entreprise finalement collectivement responsable, mais les individus qui dirigent cette entreprise le deviennent également. Parce que dans cette affaire France Télécom, j'ai pas le temps de trop détailler, mais par exemple les managers recevaient une prime s'ils faisaient partir un certain nombre de leurs collaborateurs. Plus ils avaient des départs volontaires dans leurs équipes, plus ils étaient rémunérés. Donc vous imaginez bien les dérives que ça a pu créer. Et finalement, c'est aussi contraire au droit du travail, c'est mon interprétation en tout cas, finalement, que de donner une prime à un livreur pour qu'il livre rapidement. Ça l'amène à se mettre en danger, et là, ça amène les managers à mettre leurs équipes en danger. Voilà, l'autre point intéressant de cette affaire, mais qui avait déjà été révélé par le harcèlement managérial, c'est la consécration d'une dimension potentiellement collective du harcèlement moral qui peut toucher plusieurs salariés, une collectivité de salariés. Alors pour nuancer un petit peu, il convient de faire quand même attention, puisqu'il s'agit d'un arrêt du tribunal de grande instance de Paris. Donc c'est une notion qui n'a été reconnue que par des juges de première instance, et qui plus est dans le cadre d'un contentieux pénal. Donc en fait, l'extension de la notion de harcèlement institutionnel au droit social est encore vraiment incertain. Mais nous, on ne serait pas contre à la CFTC Cadre. On pense que ça provoquerait des remous vraiment importants, mais surtout, ça pourrait potentiellement mettre fin à des politiques pathogènes du type politique irréaliste en matière d'objectifs, ou dès lors que doivent être mis en place des réductions drastiques des effectifs. Donc une notion vraiment qui apparaît mais qui n'est pas complètement consacrée, notamment par la Cour de cassation. Cependant, c'est une notion qui a fait des émules, parce que je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais l'éditeur de jeux vidéo Ubisoft, qui est une très grosse entreprise et qui a déjà été éclaboussé en 2020 par des révélations sur le comportement sexiste et violent de certains de ses cadres, et ben l'entreprise Ubisoft a fait l'objet l'été dernier d'une plainte déposée pour harcèlement institutionnel. Donc, on n'a pas encore trop d'éléments, mais on va suivre cette affaire avec évidemment beaucoup d'attention. Donc maintenant, j'aimerais qu'on se demande en fait comment prévenir le harcèlement moral. C'est le rôle de l'employeur, mais les salariés et les élus ont aussi un rôle à jouer. Donc déjà, il faut savoir que pèse sur l'employeur une obligation de sécurité et de prévention de manière générale. Donc une obligation générale de protection des salariés, qui figure à l'article 41-21-1 du Code du travail, et qui nous dit que l'employeur doit prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Donc pour ce faire, il peut se référer aux principes généraux de prévention des risques. Donc ça, c'est pour son obligation générale.
Mais en matière de harcèlement moral et sexuel, le législateur a bien évidemment considéré qu'il s'agissait d'un risque particulièrement grave et que devait peser sur l'employeur une obligation particulière. C'est en ça qu'il y a eu des dispositions spécifiques dans ces deux domaines, et notamment en matière de harcèlement moral avec l'article 1152-4 du Code du travail qui nous dit que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Donc moi, ce que je trouve intéressant quand on est en contact avec son employeur, quand on négocie sur la santé et la sécurité, en fait, c'est de lui démontrer l'intérêt de la prévention. On dit souvent que 1 euro investi dans la prévention permet d'économiser 2 euros de réparation. En fait, ce qu'il faut bien faire comprendre à l'employeur, c'est que dès lors qu'il a pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles 41-21-1 et 41-21-2 du Code du travail, à savoir des mesures de prévention des risques, la formation des salariés, l'information du personnel, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, tout en respectant les principes généraux de prévention. Donc, s'il a fait ça, et en cas de harcèlement, s'il a pris toutes les mesures nécessaires, immédiates et nécessaires à faire cesser le harcèlement, dès lors qu'il en a été informé, et ben dès lors qu'il a rempli ces deux obligations, depuis un arrêt Air France de 2015, la Cour de cassation considère que l'employeur peut échapper à sa responsabilité. Pendant longtemps, on disait que peu importe les efforts mis en place par l'employeur, la simple survenance d'un harcèlement suffisait à caractériser le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de résultat. Ça, c'est plus vrai, puisque depuis l'arrêt 2015 Air France, dès lors que l'employeur a mis en œuvre toutes les mesures de prévention nécessaires, il peut s'exonérer de sa responsabilité. En fait, si je regarde l'heure, l'arrêt Air France, pour que vous compreniez bien le principe, c'était un steward qui était en escale à New York et dont l'hôtel donnait sur les Twin Towers lors des attentats du 11 septembre. Et en fait, il a assisté depuis son hôtel à l'effondrement des tours jumelles et ça l'a évidemment beaucoup choqué. Il était dans un état de stress post-traumatique après avoir vu ça. Et la Cour de cassation a considéré que malgré la survenance d'un dommage pour sa santé mentale, l'employeur n'avait finalement commis aucune faute et avait mis en œuvre tous les principes de prévention. On ne pouvait pas lui reprocher cet événement, évidemment. Donc maintenant qu'on a dit ça, maintenant qu'on a démontré à l'employeur l'intérêt de mettre l'accent sur la prévention, eh bien, il faut se demander qu'est-ce qu'une bonne politique de prévention du harcèlement moral. Donc, selon nous, à la CFTC Cadre, on a différents items qui, pour nous, sont indispensables pour prévenir le harcèlement moral. Déjà, c'est affirmer, presque politiquement, clairement, que le harcèlement n'est pas admis dans l'entreprise. Ça peut se faire par plein de moyens différents. Ça peut être la négociation d'un accord, la diffusion d'une charte, des communications régulières sur le sujet, la sensibilisation ou l'information des salariés. Ça peut être aussi la mise en œuvre d'actions de formation obligatoires pour tous les cadres managers, les former à la conduite d'une équipe et aux comportements managériaux, puisque ce qu'on constate, c'est qu'en fait, plus il y a une sensibilisation, en fait, plus ça réduit la probabilité des cas de survenance de harcèlement au travail. Ça peut être également la mise en place d'une procédure claire de remontée des situations de harcèlement ou même des signaux faibles et surtout faciliter leur repérage. Ça peut être aussi effectuer un suivi des situations de harcèlement ayant pu se produire. Évidemment, veiller à l'environnement de travail, je pense particulièrement aux méthodes de gestion et aux réorganisations qui sont évidemment nombreuses suite à la crise sanitaire. Et enfin, ça signifie prendre en compte les propositions du CSE ou de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.
Donc ça, c'est pour la politique de prévention du harcèlement moral. Mais malheureusement, même avec une politique de prévention très bien ficelée, il se peut qu'une situation de harcèlement se produise. Et donc, il faille faire face à un harcèlement moral. Donc là, ce qu'on peut se poser, c'est quelle réaction attendre de la part de l'employeur. Eh bien, en fait, de manière très quasi systématique, en cas de signalement de harcèlement, l'employeur doit déclencher une enquête après la dénonciation des faits de harcèlement par un salarié, sous peine de manquer à son obligation de prévention, et ce, même si les faits ne sont pas totalement établis. Donc pour autant, on ne peut pas forcément traiter tous les cas de la même manière, et je vous ai listé 3 situations dans lesquelles le déclenchement de l'enquête est pour moi complètement inévitable. Alors le premier cas, c'est lorsque l'enquête est déclenchée par le CSE. L'enquête est fléchée par la loi et elle doit être menée conjointement avec un membre du CSE. L'autre cas qui engendre forcément une enquête, c'est lorsque l'alerte résulte d'un dispositif conventionnel ou d'une charte. Et le dernier cas, c'est lorsque l'enquête résulte d'une alerte explicite, c'est-à-dire mentionnant explicitement le terme de harcèlement moral, et précise, c'est-à-dire relevant de faits suffisamment précis et concordants. Là, c'est la jurisprudence qui impose à l'employeur de mener une enquête. S'il ne le fait pas, il engage sa responsabilité sur le fondement d'un manquement à son obligation de préserver la santé des salariés. Mais évidemment, il y a des situations un peu plus mouvantes, un peu plus complexes, dans lesquelles l'employeur va garder une marge d'appréciation sur l'opportunité ou non de déclencher une enquête. Et en fait, c'est lorsque l'alerte n'est pas explicite, c'est-à-dire que lorsqu'elle ne reprend pas explicitement le mot harcèlement moral, ou qu'elle n'est pas suffisamment étayée, c'est-à-dire qu'elle est écrite avec des termes très généraux, pas assez précis ou pas assez circonstanciés. Ça peut être aussi en cas d'alerte anonyme. Par exemple, en cas d'alerte anonyme, la CNIL recommande de ne pas lancer d'enquête. C'est une position que nous, on ne soutient pas à la CFTC cadre, puisque pour nous, toutes les situations à risque doivent faire l'objet d'un traitement. Alors, c'est pas forcément nécessairement une enquête, mais au moins un suivi des signaux faibles, noter la date des faits, la nature des faits, les moyens par lesquels ils sont remontés, et surtout effectuer un suivi. Donc, comment se déroule l'enquête? Du coup, une fois que l'employeur a été alerté d'un cas de harcèlement, pardon. En fait, l'enquête, elle est assez libre. Il y a 2 principes fondamentaux à connaître, c'est respecter la confidentialité, notamment de la victime et de l'auteur de l'alerte, et prendre des mesures conservatoires. À minima, une mesure d'éloignement géographique ou hiérarchique. Et ça peut être, par exemple, récemment, la Cour de cassation a reconnu cette possibilité, une mise en disponibilité, c'est-à-dire en fait c'est une sorte de mise à pied à titre conservatoire, mais avec maintien du salaire, au moins pendant la durée de l'enquête. À part ça, il y a une énorme liberté qui est laissée à l'employeur sur sa façon de mener l'enquête. Ni la loi, ni la Cour de cassation ne posent de conditions essentielles à sa validité. J'insiste un peu parce que c'est une question qui revient souvent. Est-ce que justement on peut influer sur l'enquête, ou on nous dit souvent que le CSE n'a pas été associé à cette enquête. Ce n'est pas une obligation de l'employeur, hein, c'est évidemment préférable, mais on ne pourra pas lui reprocher. Par exemple, la Cour de cassation a autorisé le licenciement d'un salarié sur la base d'une enquête menée sans même que ce salarié harceleur ne soit entendu, puisqu'en fait les faits étaient suffisamment précis et concordants, et que le contradictoire n'est pas une condition de validité de cette enquête. Vraiment, les juges vont s'attacher surtout à la force probante du rapport qui en découle. Donc une fois que l'employeur a mené son enquête, il doit réagir. Et sa réaction, c'est de sanctionner l'auteur des faits de harcèlement. En fait, quand on regarde la jurisprudence, l'employeur semble tenu de sanctionner l'auteur puisqu'il doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des salariés. Il est même du coup encouragé à le faire, puisque s'il ne
ne le fait pas, s'il reste passif, ça pourrait fonder sa condamnation. Alors là aussi, il y a quelques exemples. Par exemple, en février 2021, la Cour de cassation nous dit que pour satisfaire à son obligation de sécurité, l'auteur du harcèlement du poste occupé par le ou la salarié victime. Il y a un autre exemple très récent du 1er décembre 2021 qui nous dit, et là c'était très fort, qu'un employeur ne pouvait pas réintégrer une manager qui était une salariée protégée, mais dont les subordonnés, son équipe, soutenaient avoir été victimes de harcèlement et avaient même exercé leur droit de retrait. Et là, les juges considèrent que cette situation de harcèlement caractérise l'impossibilité de réintégration du salarié. Donc, il faut quand même tempérer dans le sens où le licenciement peut carrément être prononcé, mais c'est pas forcément une mesure que la Cour de cassation juge nécessaire. Ça peut être une autre type de sanction, une mutation géographique ou une mutation hiérarchique. Et d'ailleurs, le salarié qui est victime de harcèlement ne peut pas demander au juge d'ordonner à l'employeur la mise à l'écart de l'auteur des agissements ou son licenciement, puisque le juge n'a pas le pouvoir de modifier ou de rompre le contrat du salarié harceleur. Donc on l'a vu, les différentes sanctions possibles, en tout cas celles qui reviennent le plus souvent, c'est licenciement pour faute, licenciement pour faute grave, mutation géographique ou mutation hiérarchique. Mais évidemment, l'employeur ne doit pas se contenter de sanctions à l'égard du salarié harceleur, il doit aussi prendre des mesures, d'une part, pour la victime, ça peut être un accompagnement dans ses démarches, par exemple s'il y a une action au pénal aussi, ça peut être l'accompagner via un avocat, ça peut consister également en un suivi psychologique, qui peut être effectué en interne ou évidemment en externe. Ça peut être un aménagement temporaire de son contrat de travail, la mise en place du télétravail, d'un temps partiel, voilà. Il y a tout un tas de solutions envisageables. Et l'employeur ne doit pas non plus oublier la collectivité finalement des salariés pour anticiper finalement la répétition d'un potentiel harcèlement, mettre en place des modules de formation pour les managers, on l'a vu, sensibiliser les salariés, voire même changer l'organisation du service concerné qui peut être pathogène, prendre en compte la surcharge de travail qui peut être source de harcèlement, modifier les plannings, prévoir des recrutements, prévoir un suivi. Voilà. Alors, pour établir la preuve du harcèlement moral, c'est souvent quelque chose qui est difficile, puisque les actes de harcèlement sont souvent perçus avec une forte part de subjectivité. C'est un peu comme le burn-out. Ce qui peut être vécu par un salarié comme du harcèlement moral pourra être vécu par un autre différemment. Donc le harcèlement moral est en plus un processus assez long, donc il n'est pas forcément toujours facile de le reconstituer. Donc ces éléments font que la preuve s'avère souvent difficile à apporter. C'est pourquoi la charge de la preuve a été aménagée en faveur des victimes par le Code du travail. Alors cet aménagement ne vaut que en matière sociale, puisque en matière pénale, les règles d'aménagement de la charge de la preuve ne sont pas applicables. Donc le salarié, s'il veut prouver son harcèlement, donc ça c'est valable en cas de contentieux, mais c'est la démarche à entreprendre aussi au niveau de l'entreprise pour montrer le sérieux de votre situation. Donc le salarié harcelé doit produire des pièces pouvant laisser présumer un harcèlement. Et l'employeur devra ensuite prouver que le harcèlement n'est pas constitué et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Donc cet aménagement de la charge de la preuve, il a été assez légèrement modifié par la loi El Khomri, mais toujours en faveur des salariés harcelés, des victimes, puisqu'avant il fallait présenter des faits qui faisaient présumer un harcèlement. Maintenant, c'est des pièces pouvant laisser présumer un harcèlement. Donc, c'est de la technique juridique, mais c'est un peu plus léger. Et surtout, ce qui est important à retenir, c'est que voilà, on n'a pas à prouver de A à Z le harcèlement, mais juste à apporter des éléments concordants.
Donc une fois ces éléments apportés, le juge devra les examiner dans leur ensemble. Il ne peut pas en écarter. Il doit par exemple prendre en compte les documents médicaux produits par le salarié, les attestations éventuellement, les éléments de fait précis et concordants que va lui apporter le salarié. Documents médicaux, je l'ai cité. Des mails, évidemment, des attestations de collègues, des SMS ou des messages WhatsApp. Ceux-ci peuvent être utilisés puisque l'auteur ne peut pas ignorer qu'ils vont être enregistrés par le téléphone du destinataire. Ça peut être les différentes sollicitations que la victime a opérées auprès de la médecine du travail ou de l'inspection du travail. Ça peut être des éléments qui montrent que sa rémunération a stagné, qu'il a fait l'objet d'une déqualification, que ses primes ont été supprimées, qu'il reçoit des directives complètement contradictoires. Et à l'inverse, les enregistrements téléphoniques ou les enregistrements clandestins, ça je tenais à vous le signaler, ne sont pour l'instant pas admis. Mais il y a eu un revirement de jurisprudence en 2021 par la Cour de cassation. Alors ça concerne pas le harcèlement, ça concerne la surveillance des salariés par l'employeur, mais c'est une inflexion qui pourrait aboutir d'ici quelques années potentiellement à rendre admissibles les enregistrements clandestins dès lors que ces enregistrements sont fondamentaux pour l'établissement de la preuve. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'on va surveiller de très près à la CFTC cadre, et si ça bouge, on vous le fera évidemment savoir. Alors, qui contacter si vous faites face à une situation de harcèlement moral? Dans un premier temps, je vous conseille de contacter le CSE, qui tient une place centrale en matière de prévention du harcèlement moral. Alors, très rapidement, il faut savoir que le CSE peut susciter toute initiative qu'il estime utile. Il peut proposer des actions de prévention, notamment en matière de harcèlement moral. Là, on est vraiment dans le cœur de son rôle. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que si l'employeur refuse les propositions du CSE, il doit motiver sa décision. C'est l'article 2312-9. Après, et je vais aller assez rapidement, il peut diligenter une enquête, le CSE, voire désigner un expert dès lors qu'il y a un risque grave identifié et actuel qui est constaté dans l'établissement. Il dispose également d'un droit d'alerte s'il constate une atteinte aux droits des personnes à leur santé physique ou mentale. Donc là, typiquement, le cas du harcèlement moral ou sexuel en fait partie. Si vous avez connaissance d'un potentiel harcèlement et que vous êtes élu du personnel, vous pouvez très clairement lancer une alerte, ce qui va engendrer une enquête conjointe. Et enfin, le CSE est consulté sur le règlement intérieur. Alors ça, on se dit, bon, le règlement intérieur, on va juste nous le soumettre, mais ça peut avoir son importance, puisque d'une part, le règlement intérieur doit rappeler les dispositions relatives au harcèlement, mais surtout, il doit prévoir expressément les sanctions applicables à l'égard de l'auteur des faits de harcèlement, et ça, c'est très important que le règlement fasse apparaître ces sanctions, et si c'est pas le cas, c'est le rôle des élus que de signaler cette situation et de sonner le signal d'alarme. Donc ça, c'est le premier interlocuteur auquel vous pouvez vous adresser, mais il y a évidemment la médecine du travail, puisqu'elle a pour mission de conseiller les employeurs, mais aussi les salariés et le représentant du personnel sur les mesures nécessaires pour faire cesser un harcèlement moral ou sexuel. Donc il est important de le faire intervenir, par exemple, lorsqu'il y a des mutations ou transformations de poste, réorganisation, et évidemment l'employeur devra prendre en considération les préconisations du médecin du travail sous peine de se voir condamné. Donc l'inspection du travail peut être saisie également à travers les DRITS, qu'on appelait auparavant les directs, donc l'inspecteur du travail peut intervenir à titre préventif ou répressif. Par exemple, lorsqu'ils reçoivent une plainte d'une salariée concernant des faits de harcèlement, ils peuvent intervenir dans l'entreprise, ils peuvent réaliser une enquête dans l'entreprise, interroger les salariés, voilà.
Bon à savoir également, c'est qu'en matière de harcèlement moral, et ça c'est vraiment une disposition propre au harcèlement moral qui n'est pas prévue pour le harcèlement sexuel, c'est qu'il y a une procédure de médiation qui peut être engagée par toute personne de l'entreprise qui s'estime victime de harcèlement moral ou bien qui est accusé, qui est l'auteur présumé de harcèlement. Concrètement, c'est une procédure qui vise à désigner un médiateur choisi conjointement entre la victime et l'auteur présumé et qui va essayer de mettre fin à cette situation et qui ne préjuge en rien de la suite. Hein, ça ne vous empêchera pas d'aller au contentieux si besoin. Et enfin, pour finir, parce que je vois que j'ai dépassé un petit peu en temps de parole, ne pas hésiter à saisir des associations, hein, elles sont nombreuses à soutenir les victimes de harcèlement moral. Alors pour n'en citer que quelques-unes, il y a l'association Harcèlement Moral Stop, HMS. Il y a aussi France Victimes qui a une sorte de section dédiée aux victimes de harcèlement moral et sexuel. Il y a aussi l'association des victimes de harcèlement moral au travail, AVHT. Et enfin, l'association SOS Harcèlement Professionnel. Voilà, c'en est tout pour le harcèlement moral. J'espère avoir répondu à la plupart de vos interrogations. C'est un sujet très vaste, j'ai pas pu tout aborder, mais je pense que c'était important de vous montrer les évolutions du harcèlement, notamment sa reconnaissance collective et l'aspect potentiellement institutionnel, et vraiment comment faire face à cette situation. Je vais maintenant passer la parole à Clémence qui va vous présenter directement son PowerPoint. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Merci Thomas. Comme ça. Voilà. Voilà, je ne sais pas si tout le monde voit le partage, si ça marche bien. Oui, oui. Parfait. Oui. Donc merci Thomas. Effectivement, maintenant on va parler du harcèlement sexuel ensemble. Donc oui, on a plus beaucoup de temps puisqu'on va quand même j'ai vu qu'il y avait énormément de questions dans le chat, donc on va quand même vous laisser du temps pour répondre à ces questions. Donc on se gardera un quart d'heure à la fin pour ça. Donc voilà, donc du coup on va effectivement parler maintenant du harcèlement sexuel. Donc déjà, effectivement, en introduction, on va parler de chiffres, bien sûr. C'est un enjeu majeur pour l'ensemble des acteurs de l'entreprise et c'est un enjeu majeur pour la simple et bonne raison que d'après justement une étude, il en parlait très bien Thomas, une étude qui a été menée conjointement avec l'Observatoire européen du sexisme et du harcèlement sexuel au travail et qui a été menée le 8 octobre 2019, eh bien, on voit que près d'une femme sur trois, 32%, a été confrontée à une situation, donc au moins une situation, ça peut être plusieurs, de harcèlement sexuel au sens juridique. On va voir bien sûr ce que ça recouvre tout de suite après. Donc on voit que contrairement à ce que disait Thomas par exemple sur le harcèlement moral, il y a une très grosse, au contraire, une très grosse proportion de ce harcèlement qui touche les cadres. On voit 40% des cadres et des professions intellectuelles supérieures ont été victimes de harcèlement contre 23% des ouvrières. On pourrait penser que sur un milieu ouvrier, il y a plus de harcèlement sexuel. C'est faux. C'est des a priori. On voit qu'il y en a plus en réalité dans des professions dites intellectuelles ou d'encadrement. Donc il faut savoir qu'en plus, seulement 7 à 16% des femmes, en fonction de la manière dont elles choisissent de résoudre ce problème, mais en tout cas choisissent de résoudre le problème en interne, en passant par un supérieur hiérarchiste ou par une organisation syndicale, un représentant du personnel. Lorsqu'elles l'ont fait, 40% des femmes actives victimes de harcèlement estiment que l'affaire s'est terminée à leur détriment. Donc on voit que
un des problèmes aussi majeurs du harcèlement sexuel dans l'entreprise, c'est que les femmes ont peur de parler et elles ont d'autant plus peur de parler que dans beaucoup de cas, ça s'est terminé plutôt à leur désavantage. 28% ont été bloqués dans leur carrière, 14% ont vu leur contrat non renouvelé quand c'était par exemple des CDD, 10% ont été carrément licenciés ou ont dû démissionner pour 9% d'entre elles à la demande de l'employeur. Donc on voit que finalement, c'est en plus les victimes qui se retrouvent dans des situations à devoir quitter l'entreprise. En plus, ce qui est intéressant avec cette étude, c'est que elle a été menée en 2019 et elle a été menée en 2019, mais avant ça, avant 92, il n'y avait pas eu d'études sérieuses qui avaient été faites sur cette question du harcèlement sexuel. Donc vraiment, c'était un sujet dont on ne parlait pas, qui était finalement dans l'angle mort des entreprises. Et bien sûr, on sait tous pourquoi ce sujet est revenu sur le devant de la scène, puisqu'en 2017, les affaires Weinstein, MeToo, Balance ton port, excusez-moi, ont permis une libération grâce à des témoignages de la parole des femmes sur la problématique du harcèlement sexuel et particulièrement sur leur lieu de travail. On a vu bien sûr que cette question du harcèlement sexuel, elle a pris d'autres proportions avec le harcèlement sexuel dans les lieux publics, et les questions par exemple de se faire siffler dans certains lieux publics, ou les questions encore du cyberharcèlement. Donc vous voyez que vraiment, on est maintenant, depuis les années 2017-2018, dans un tournant sur la question du harcèlement sexuel vraiment pris dans toute sa globalité. Donc le législateur, bien sûr, voyant ces témoignages accourir, a en 2018 légiféré donc avec cette loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a renforcé l'ensemble du cadre juridique contre le harcèlement sexuel, mais pas seulement contre le harcèlement sexuel, mais aussi contre les agissements sexistes au travail. Donc effectivement, là encore, comme disait Thomas, pour parler d'un sujet, il faut bien le définir. Donc, qu'est-ce que c'est le harcèlement sexuel ? Le harcèlement sexuel, il recouvre divers propos et comportements et peut prendre finalement des formes très multiples. Donc, contrairement à Thomas, j'ai voulu, mais je suis moins rentré dans la jurisprudence parce que je voulais pas que ça tourne à la farce, parce que certaines jurisprudences sont très explicites sur ce qui a été fait ou les paroles qui ont été prononcées. Mais vraiment, la difficulté finalement, ça va être plutôt dans la loi et dans le fait que dans cette loi, on distingue deux types de harcèlement. Un harcèlement qui, lui, est basé sur des actes répétés, et un autre qui, cette fois-ci, peut être basé sur un seul acte, donc un agissement non répété. Donc on y arrive, comme je vous disais, deux définitions du harcèlement sexuel. Aucun salarié ne doit subir des faits assimilés au harcèlement sexuel consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercé dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Et dans un deuxième temps, deuxième définition, qui cette fois-ci nécessite des comportements répétés, c'est que là encore, aucun salarié ne doit subir de faits de harcèlement sexuel constitués par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Donc vous voyez que dans la première situation de harcèlement, une seule fois, de manière non répétée, j'ai exercé une pression dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle. Dans la deuxième situation, je n'ai pas commis de pression pour obtenir un acte sexuel, mais j'ai fait des remarques, j'ai eu des comportements répétés qui finalement créaient dans mon collectif de travail ou dans mon bureau un caractère dégradant ou une situation de travail humiliante pour le ou la salarié qui y était confronté. Et donc cette fois-ci, j'ai besoin effectivement de comportements répétés. Donc on a vraiment des situations différentes pour englober, deux définitions différentes pour englober tout un tas de situations. Vraiment la situation qui consiste à demander un acte sexuel
d'un côté, et la situation qui consiste de manière diffuse dans l'entreprise ou dans son lieu de travail à faire des remarques ou à impliquer des comportements à connotation sexuelle de manière répétée, qui crée bien sûr qui ont pour conséquence pour les salariés de créer une situation offensante ou intimidante. Attention, hein, pour autant, le harcèlement sexuel, même s'il a deux définitions séparées, ne doit pas être confondu avec les agissements sexistes. Donc ça aussi, hein, c'est une nouvelle notion qui a été introduite cette fois-ci en 2015 dans une loi relative au dialogue social et qui vise cette fois-ci à combattre le sexisme ordinaire auquel peuvent être confrontés les salariés, comme par exemple interpellation familière, ma petite, ma chérie, ma biche, les blagues sexistes, ou encore les considérations sexistes sur la maternité ou les charges familiales. Oh, bah de toute façon, elle sera pas à la réunion de 16h, elle doit rentrer, par exemple. Hein. Donc là encore, nul ne doit subir dans son lieu de travail, parce que c'est une loi relative au dialogue social, des agissements qui sont liés à son sexe et qui ont pour objet, là encore, de porter atteinte à sa dignité ou de créer dans l'entreprise ou dans son lieu de travail un environnement hostile, dégradant, intimidant ou humiliant. Et encore, hein, bien sûr, le harcèlement sexuel est à ne pas confondre avec autre chose, encore plus grave, l'agression sexuelle, qui là, cette fois-ci, consiste à une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne, constitue par exemple une agression sexuelle, le fait de bloquer, d'avoir une interaction physique avec une salariée, par exemple, hein, dans un arrêt ici, de bloquer une salariée contre un mur en lui touchant les fesses. De même, embrasser sur la bouche par surprise, menace, violence, contrainte vont bien sûr constituer une agression sexuelle. Donc là encore, hein, on peut en discuter au-delà du plan pénal. Combien de femmes se disent, voilà, un bisou volé par surprise n'est pas une agression sexuelle, si c'en est une. Et là encore, il ne faut pas hésiter à le dénoncer dans l'entreprise et à reprendre les gens en disant ces choses-là ne doivent pas arriver. Donc on va y arriver justement sur la prévention du harcèlement sexuel et la sensibilisation de l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Donc en matière de harcèlement sexuel, bien sûr, et on le voyait, Thomas vous en parlait déjà, en matière de harcèlement moral, l'employeur a des obligations. Donc les obligations de l'employeur, elles sont d'abord, hein, bien sûr, liées à son obligation générale en matière de prévention de la santé, hein, au travail. Et donc effectivement, il doit prendre toute disposition nécessaire en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Donc vous voyez, c'est une triptyque d'obligation de l'employeur. Non seulement on fait de la prévention en matière de harcèlement sexuel, on fait de l'information, on fait de la sensibilisation, on met en place des plans d'action, on écoute les recommandations de son CSE. On met un terme en créant par exemple un process de signalement, on met un terme aux agissements qui pourraient effectivement penser à des actes de harcèlement sexuel. Et on sanctionne bien sûr les potentiels harceleurs. Donc vraiment, hein, une triptyque d'obligations. Et ce, quelle que soit la taille et le secteur d'activité de l'entreprise, il a cette obligation de prévenir les faits de harcèlement sexuel. Sous peine de voir donc sa responsabilité engagée, c'est ce que vous disait Thomas à l'instant sur le harcèlement moral, hein, d'ailleurs. Il va falloir effectivement avoir cette équation qui consiste à dire je fais pour l'employeur, je fais au maximum et j'ai mis en place toutes les mesures pour prévenir le harcèlement sexuel et en plus j'y ai mis un terme. Et là effectivement il ne verra pas sa responsabilité engagée. Sinon, et sous peine de ne pas prouver qu'il a mis en place ces actions, eh bien il pourra être potentiellement redevable de certaines indemnités aux salariés pour ne pas avoir fait suffisamment tôt cesser cette situation de harcèlement ou tout simplement, comme je vous le disais, pour ne pas avoir mis en place les actions de prévention nécessaires dans cette situation.
D'autres obligations en matière de prévention pour l'employeur, donc ça va être également d'informer les salariés, les stagiaires et les candidats sur la thématique du harcèlement sexuel. Donc cette information, elle va passer par un affichage obligatoire qui a été renforcé, là encore par la loi Avenir de 2018, et qui donc doit être affiché de manière obligatoire dans votre entreprise. L'article du code pénal qui donc punit le harcèlement sexuel, les actions civiles et pénales qui sont ouvertes à un salarié qui doit potentiellement faire appel à la justice dans le cadre d'un harcèlement sexuel, mais également toutes les coordonnées des autorités compétentes. Thomas en parlait déjà pour le harcèlement moral, la médecine du travail, l'inspection du travail, le défenseur des droits aussi, qui peut être sollicité dans ce cadre-là, et bien sûr le référent harcèlement sexuel qui, dans toute entreprise de plus de 250 salariés, doit être nommé au sein des ressources humaines, et dans toute entreprise qui a un CSE, doit également être nommé un référent harcèlement sexuel dans le cadre du CSE. Donc effectivement, ces personnes-là et leurs coordonnées doivent être notées et c'est une information obligatoire qui doit être à la portée des salariés de l'entreprise. Donc par tout moyen, dans les locaux, par l'intranet, effectivement, les stagiaires doivent être informés. Cette information, elle peut aussi passer par d'autres actions, comme je vous disais, des actions de sensibilisation. On peut former les managers sur la question du harcèlement sexuel, on peut former les représentants du personnel, on peut former les salariés. Donc il ne faut pas hésiter, là encore, dans les plans d'action, à proposer ce type d'action à l'employeur, en n'oubliant pas, comme vient de dire Thomas, qu'effectivement, 7 € investis dans cette sensibilisation, c'est de l'argent que l'employeur n'aura pas à payer plus tard, parce qu'il ne s'est pas acquitté de son obligation de prévention, et qu'il est donc responsable. Donc voilà, comme je vous le disais, 2 référents, c'est ce que je vous disais quand je vous parlais des coordonnées. L'employeur a l'obligation de désigner 2 référents, donc 2 référents si son entreprise fait plus de 250 salariés, un seul s'il a un CSE mais que son entreprise ne dépasse pas 250 salariés, et dans ce cadre-là, le CSE en son sein désignera un élu qui pourra être référent lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Pareil, l'employeur a l'obligation, Thomas en parlait aussi tout à l'heure, de mentionner dans le règlement intérieur de l'entreprise les dispositions du Code du travail relatives au harcèlement sexuel ainsi qu'aux agissements sexistes. Donc par exemple, quelles sanctions pourront être prises à l'encontre des personnes qui se sont mis en situation de harceleur, et élaborer une procédure interne de signalement et de traitement des faits de harcèlement sexuel. Donc ça, c'est une obligation qui a été mise en place par l'ANI, donc l'accord national interprofessionnel sur le harcèlement et les violences au travail, et qui date du 26 mars 2010, et qui donc précise que l'entreprise doit élaborer en interne une procédure de signalement et de traitement des faits de harcèlement sexuel. Donc c'est une obligation. Le fait est que, en revanche, cette ANI ne fixe pas de contenu obligatoire dans ce process. Donc voilà, il faut avoir un process, mais sans que le contenu soit précisé ni par la loi, ni par cet accord national interprofessionnel. Donc au-delà, bien sûr, de la définition qu'il y a dans le Code du travail, il y a bien sûr, de manière générale, un délit pénal derrière le harcèlement sexuel, et donc en application de l'article 222-33 du Code pénal, les auteurs de harcèlement sexuel encourent une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, qui peut être portée à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Donc là encore, c'est ce que disait Thomas pour le harcèlement moral, dans le harcèlement sexuel, il n'y a pas de hiérarchie. Encore moins, j'ai envie de vous dire, à partir du moment où il y a, de manière répétée ou non répétée, finalement des intentions sexuelles, il y a, et exprimé bien sûr, il y a dans ce cadre-là, effectivement, un harcèlement sexuel. Mais voyez que l'autorité que confèrent les fonctions dans ce cadre-là, alourdissent la sanction pénale que le harceleur peut encourir dans le cadre de son travail. Enfin, en tout cas, parce qu'il le commet sur son lieu de travail.
Donc là encore, hein, la loi du 3 août 2018, vous voyez que toutes ces lois hein, sont prises à peu près dans le même temps, renforce la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et a étendu la définition pénale du harcèlement sexuel sur 2 points. Sont désormais visés, outre les propos ou comportements à connotation sexuelle, ceux à connotation sexiste. C'est ce que je vous disais avec les agissements sexistes. Et l'exigence de répétition des actes a été précisée pour qu'elle s'applique dans les cas où plusieurs personnes vont agir soit de manière concertée, soit de manière absolument pas concertée, mais en sachant que leurs propos ou leur comportement caractérisent une répétition, quand bien même, comme je vous le disais, chaque personne ne savait pas individuellement qu'elle agissait de façon répétée avec d'autres personnes. Et c'est ce que je vous le disais, cette notion englobe potentiellement hein, les situations de cyberharcèlement. Donc des questions, hein, j'ai voulu un peu peut-être potentiellement déjà poser les questions à votre place en me disant que c'était quand même des questions assez courantes qui étaient posées sur le harcèlement sexuel. Donc le harcèlement sexuel se résume-t-il au fait d'exiger d'une personne des faveurs sexuelles? Non, hein, le fait d'insister sur le physique de quelqu'un ou d'évoquer de manière répétée ses expériences, son désir sexuel ou encore d'avoir des propos obscènes répétés devant cette personne peut être constitutif hein, d'un harcèlement sexuel. Donc c'est ce que je vous disais, c'est pas toujours forcément le fait d'exiger un acte sexuel. Le non-consentement de la victime à un acte de nature sexuelle doit-il être explicitement formulé? Là encore, non. Toute manière, même silence hein, très gênant de la victime, doit être interprété comme la formulation d'un non-consentement. Donc qu'il soit verbal ou non verbal, hein, des attitudes d'évitement aussi, hein, par exemple, doit être considéré comme étant un formalisme de non-consentement. Donc les auteurs de harcèlement sexuel sont-ils systématiquement des hommes et leurs victimes des femmes? Non, hein, bien sûr, il ne faut pas généraliser, c'est arrivé dans un certain nombre de cas que ce soit l'inverse. De la même manière, hein, le harcèlement sexuel n'est pas réservé aux situations hétérosexuelles. Il peut y avoir aussi des harcèlements liés dans des situations homosexuelles. Le harcèlement est avant tout hein, sexuel. Finalement, il a quelque part psychologiquement un rapport aussi avec le harcèlement moral parce que c'est surtout, plus qu'un désir sexuel, la manifestation d'un rapport de force, de pouvoir et de domination sur quelqu'un. Donc là encore, hein, quelles sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de l'auteur d'un harcèlement sexuel? Si, à la suite d'une enquête, par exemple, l'employeur a assez d'éléments concordants qui lui permettent de, à son sens, caractériser la survenance d'un harcèlement sexuel, il a le droit d'aller jusqu'à la sanction la plus sévère. À savoir, en pratique, hein, les juges ont considéré excusez-moi, les juges ont considéré qu'un licenciement pour faute grave était justifié dans le cadre d'un harcèlement sexuel. Donc la faute grave, hein, c'est celle qui rend impossible le maintien de son auteur dans l'entreprise et qui entraîne son départ immédiat sans exécution du préavis et sans sans indemnité de licenciement ou de préavis. Donc le licenciement pour faute grave, c'est le licenciement le plus important hein, finalement et le plus dommageable pour un salarié, juste avant le licenciement pour faute lourde, mais qui n'est quasiment jamais prononcé. Des salariés qui ont connaissance de faits de harcèlement sexuel peuvent-ils également être sanctionnés du fait de leur inaction? Donc là aussi, hein, oui, c'est tout à fait possible. On peut sanctionner un salarié coupable d'inaction. Attention, hein, pas n'importe lequel. On ne peut pas accuser chaque salarié finalement de non-assistance à personne en danger, si je peux m'exprimer de la sorte. On peut le faire si sa position dans l'entreprise et les fonctions qu'il occupe pouvaient lui permettre d'agir et lui imposaient même d'agir pour mettre un terme à la situation. Si j'ai un pouvoir hiérarchique sur le harceleur et que je suis informé et que je ne fais rien, effectivement, je peux potentiellement me retrouver sanctionné
du fait de mon inaction. Donc là aussi, hein, le harcèlement sexuel, et je vais essayer d'aller très très vite parce que je vois qu'il est... Ouh là là. Le harcèlement sexuel, hein, ce qui est important pour vous, hein, ça va être aussi de le détecter. Donc détecter les symptômes chez une victime de harcèlement sexuel et détecter potentiellement des comportements de harceleur, ce qui sera notre partie d'après. Donc le harcèlement sexuel, hein, pour la victime, il se manifeste principalement par des syndromes de stress, nervosité, irritabilité, anxiété, voire possiblement hein, des comportements destructeurs, comme la consommation de psychotropes ou d'alcool. Sans modération, hein, j'entends, hein, je n'ai rien contre l'alcool. Quand cette situation perdure, sans aucun soutien ou prise en compte, ces symptômes peuvent se transformer en troubles psychiques, somatiques avérés et en très long arrêt aussi maladie. Si j'ai un stress parce que tous les jours je viens la boule au ventre parce que je vais voir mon harceleur, c'est sûr que potentiellement je peux plus travailler sereinement. Donc forcément, absentéisme et mauvaise ambiance au travail, là encore, hein, c'est des symptômes. Si vous voyez qu'un salarié est beaucoup absent, peut-être qu'il est harcelé moralement, comme le disait Thomas, peut-être qu'il est harcelé sexuellement, peut-être que son absentéisme, sauf s'il a une pathologie bien sûr, hein, que son absentéisme peut être un indicateur d'une situation au travail qu'il a du mal à révéler. Détérioration du climat social, difficulté aussi à recruter à cause de la mauvaise ambiance, accident de travail. Hein. Si je suis harcelé sexuellement, je ne suis pas à ma tâche et potentiellement, je me coupe avec les ciseaux ou avec une machine. Et bien sûr, hein, insécurité juridique du fait du harcèlement sexuel, litige et procédure judiciaire à la clé pour l'employeur. Et donc, bien sûr, hein, c'est ce que je vous disais, dans un deuxième temps, vous devez également, en tant qu'élu du personnel, être potentiellement vigilant à finalement les stratégies que peut potentiellement avoir un harceleur. Donc les comportements de certains salariés envers d'autres salariés peuvent être révélateurs. Donc, les stratégies d'un harceleur, attention, hein, je n'ai pas la prétention de vous faire un cours de profiling sur le harcèlement sexuel, donc je ne vais pas vous dire qu'il y a un profil type de harcèlement sexuel, tous les âges, il y a toutes les catégories professionnelles, toutes les religions sont concernées, voilà, il n'y a pas effectivement de différence. Ça peut être un encadrant supérieur ou ça peut être un tuteur, un maître de stage, voilà, toutes les situations sont possibles. Donc les auteurs de violences sexuelles, là encore, hein, ne sont pas forcément des malades ou des pervers dans la très grande majorité des situations, surtout pour le harcèlement sexuel. Hein, le harceleur a tout à fait conscience de la transgression des actes qu'il est en train de commettre et il est totalement responsable de ses comportements et propos. Il est tout à fait d'ailleurs, on le voit bien, capable de se maîtriser quand il est devant un supérieur hiérarchique devant lequel... bien sûr, ces comportements pourraient être réprimandés. Donc attention, hein, là aussi, il a conscience de l'absence de consentement, de réciprocité ou de désir de la personne qui est harcelée. Donc plusieurs stratégies et vous, hein, plusieurs points de vigilance sur lesquels vous pouvez vous porter. Avec bien sûr, donc là vraiment, c'est ce qui a été observé de manière plus fréquente, mais il peut y avoir bien sûr tout un tas d'autres situations. Donc le harceleur est souvent très manipulateur, hein, va se rendre insoupçonnable, donc il va se présenter sous son meilleur jour auprès de ses collègues et de sa hiérarchie. Vous savez, c'est un peu l'idée du voisin, oh il aurait jamais pu faire ça. Eh bien c'est un peu cette idée-là. Il déstabilise sa victime, hein. L'objectif ça va être de brouiller les pistes, de faire perdre ses repères à la victime, de souffler le chaud et le froid avec elle de telle manière à ce qu'elle ne sache plus les comportements à adopter pour être tranquille finalement. Ça va finalement, ça peut se caractériser par des démonstrations de force pour terroriser ou au contraire hein, d'être très avenant, en essayant justement de parler de sujets non professionnels qui relèvent de la vie privée ou en proposant de lui rendre des services, là encore, hein, de l'ordre du privé. Donc là aussi, hein, d'autres stratégies, reporter systématiquement la responsabilité de ses actes sur sa victime en la culpabilisant. Par exemple, hein, c'est des phrases qui ont été dans des vraies situations de justice. C'est toi qui me mets dans cet état-là, tu n'as qu'à pas t'habiller comme ça. Et donc, c'est se justifier finalement en disant que c'est
le comportement de l'autre qui a induit sa situation de harcèlement. Il peut nier effectivement le caractère violent de ses actes et considérer que c'est seulement de la séduction. Pour lui, il était seulement au stade de la séduction. Donc, il peut se présenter comme la victime aussi, en disant voilà, toute ma vie explique pourquoi je suis comme ça. Et il peut aussi potentiellement imposer le silence à ses victimes en les menaçant de représailles sur leur vie professionnelle, voire potentiellement leur vie personnelle. Donc vraiment, attention dans cette situation. Ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est que le seul responsable dans le harcèlement, c'est le harceleur. La victime, elle, n'est jamais coupable ou responsable, que ce soit par sa tenue, par son geste ou par son comportement. Il faut toujours rappeler et ne pas hésiter à rappeler à une personne qui viendrait se confier à vous dans ce cadre qu'elle n'a rien fait pour que ces faits de harcèlement soient dirigés contre elle. Donc vraiment, mais je pense qu'on a vraiment plus le temps. Donc je vous propose vraiment très rapidement, voilà, de vous dire que le harcèlement doit être signalé. Je vais essayer vraiment de conclure avec ça. Le harcèlement doit être signalé. Que vous soyez témoin, que vous soyez victime ou que vous soyez un élu du personnel, c'est pour ça que je dis vraiment ça nous concerne tous ces questions-là. Vous devez effectivement porter à l'attention de l'employeur une situation qui ne vous semble pas normale. Même tout simplement, il y a une blague un petit peu sexiste. Je vous donne n'importe quel exemple. Ah, elle est de mauvaise humeur, ça doit être la mauvaise période du mois. Peut-être que ça peut faire rire certains, peut-être que d'autres vont trouver ça offensant. Il ne faut pas hésiter à recadrer un de ses collègues en lui disant « Oui, je comprends que tu trouves cette blague amusante, mais elle peut offenser certaines personnes. » Voilà. Et en interne, en tant qu'élu du personnel, il faut effectivement accompagner les salariés dans le signalement, qu'ils soient témoins ou qu'ils soient victimes de ces faits. Donc bien sûr, ces signalements, c'est ce que vous disait Thomas, peuvent être faits au mieux directement auprès des élus du personnel, sinon à la hiérarchie. Ils peuvent se faire dans le cadre d'un courrier. Comme disait Thomas, c'est vraiment mieux de convaincre un salarié de le faire avec le CSE parce que l'enquête sera obligatoirement diligentée. Elle sera menée en commun avec un élu du CSE et l'employeur. Et alors que dans une situation où un salarié va directement voir son employeur, il n'est pas dans l'obligation de mener l'enquête. Donc effectivement, n'hésitez pas à conseiller les salariés dans ce cadre-là. Voilà, donc tout élément, c'est ce que je vous mets ici, sur la forme du signalement, tout élément, certificats médicaux, attestation de collègues, qui peut mail, texto, photographie, récit chronologique et détaillé des faits, avec si possible effectivement des pièces jointes et des preuves, pourront permettre le signalement dans l'entreprise. Et bien sûr, les suites à donner à l'enquête, c'est ce que je vous disais, triptyque, prévenir, mettre un terme et sanctionner. Donc on sanctionne le salarié qui est reconnu auteur de harcèlement sexuel. Et donc là aussi, le Code du travail permet de dire que l'employeur prend toutes dispositions pour effectivement sanctionner ces situations. Donc voilà, donc là vous avez les actions possibles en justice, si vous êtes un salarié ou si vous accompagnez un salarié. Obtenir réparation pour manquement de votre employeur à ses obligations en matière de lutte contre le harcèlement sexuel. C'est ce que disait Thomas. Toute sanction liée à un harcèlement sexuel est considérée comme nulle au sens de la loi. Ça veut dire effectivement que ça vous permet de vous affranchir des ordonnances Macron et de demander au minimum 6 mois d'indemnité de salaire, en plus d'indemnité pour licenciement nul, en plus des indemnités légales ou conventionnelles auxquelles vous avez normalement droit. Donc effectivement, c'est pour ça que le harcèlement sexuel et le harcèlement moral, comme disait Thomas, sont considérés comme permettant de vous affranchir. Ils sont nuls. On ne peut pas vous sanctionner, non seulement parce que vous en avez vécu, mais parce que vous êtes témoin et que vous avez agi en conséquence et témoigné en conséquence. Donc il y a vraiment une protection de la loi dans ce cadre-là.
Voilà, du coup, je m'excuse parce que j'avais encore quelques petites choses à vous dire. Oui, voilà, aussi, on va finir là-dessus. La CFTC, vous avez le droit, légalement, bien sûr, d'accompagner tout salarié qui souhaite intenter une action. Toute organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut effectivement intenter une action au nom du salarié, donc en recueillant son accord en faveur finalement donc d'un salarié qui souhaiterait donc intenter une action dans le cadre du harcèlement sexuel ou moral. Bien sûr, ça marche aussi dans ce cadre-là. Voilà. Et du coup, on va passer à vos questions, mais je vois qu'il est midi pile, donc je laisse Marie nous dire ce qu'on fait. Merci en tout cas Clémence pour ton